Le système fiscal international a été conçu au début du XXe siècle et il est progressivement devenu inadapté. Sous l'égide de l'OCDE, depuis quelques années, des négociations internationales ont lieu. Elles vont permettre à la fiscalité internationale d'entrer enfin au XXIe siècle. Deux facteurs contribuent à cette inadaptation du système fiscal traditionnel. Le premier facteur, c'est tout simplement la numérisation de l'économie, le développement de l'économie numérique. Dans le système fiscal traditionnel, le nexus, c'est-à-dire ce lien qui va exister entre l'activité et le territoire, est relativement facile à établir. C'est la question de la réalité matérielle de l'activité. Où la valeur que l'on taxe est-elle produite? Elle est produite là où se trouvent les installations, là où se trouvent les immobilisations, là où se trouvent les salariés de l'entreprise qu'il s'agit de taxer. Dans le cadre de la numérisation de l'économie, la valeur est de plus en plus produite par le consommateur. Il suffit par exemple de penser aujourd'hui à la question de l'exploitation des données par les entreprises du secteur numérique. La valeur étant désormais produite dans l'état de consommation, la question de savoir où elle va être taxée est de plus en plus difficile. Se pose également la question des prix de transfert avec la possibilité de délocaliser, par exemple, les brevets, par exemple, tout ce qui correspond à la propriété intellectuelle, et derrière, les rulings fiscaux qui permettent aux entreprises de sécuriser leurs pratiques. Les rulings fiscaux montrent une deuxième raison de réformer le système fiscal international. C'est la question de la concurrence fiscale. En les accordant, un certain nombre d'États cherchent à être attractifs vis-à-vis des entreprises de l'économie numérique. Et si les États doivent être attractifs d'un point de vue fiscal, si la concurrence fiscale a des vertus, elle possède également des inconvénients à partir du moment où elle devient dommageable, voire à partir du moment où elle devient déloyale. À terme, c'est le risque tout simplement de perte de leurs recettes fiscales par les États. Et si les États finalement veulent ne pas abandonner leur souveraineté fiscale au marché, ils doivent ensemble définir de nouvelles règles du jeu. L'OCDE a commencé à travailler sur cette réforme en 2012 et a publié en 2015 un rapport qu'on appelle le rapport BEPS, identifiant 15 actions qu'il convenait de mener, de mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre l'évasion fiscale internationale et inventer cette fiscalité du XXIe siècle. L'action 1 est intitulée « Relever les défis fiscaux causés par l'économie numérique » et elle a conduit l'OCDE à mettre en place ce qu'on appelle le cadre inclusif de l'OCDE, c'est-à-dire la réunion de 139 États ou territoires, les fiscalistes appellent ça des juridictions à l'échelle internationale, chargées de réfléchir à une réforme. Les négociations ont été rendues difficiles dans la mesure où, d'une part, l'administration Trump n'était pas très favorable au multilatéralisme et d'autre part, où des tensions pouvaient exister entre les États de production et les États de consommation. Certains États, tels que des États européens par exemple, souhaitant mettre en place, dans le cadre du nouveau système fiscal international, des taxes sur les services numériques. En 2019, l'OCDE a proposé une synthèse des discussions sous la forme de ce que nous avons appelé les blueprints, permettant d'identifier en quoi pourrait consister ce système fiscal international moderne. Lorsque l'administration Biden a été mise en place, les choses se sont progressivement accélérées et finalement, à l'été 2021, un accord politique a été trouvé avec plus de 130 États ou territoires. Cet accord politique repose sur une réforme fondée sur deux piliers que nous appelons communément le pilier 1 et le pilier 2. Les deux piliers constituent un accord politique à l'heure actuelle qui devra encore trouver une traduction juridique permettant de répondre aux deux défis que sont ceux de l'économie numérique et de la concurrence fiscale. L'objectif du pilier 1 est de permettre d'attribuer des droits d'imposer à l'État où se trouve le consommateur. C'est ce qu'on appelle la juridiction de marché. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'une partie du produit de l'imposition lui soit attribuée à travers l'attribution de deux montants dont le calcul est relativement technique, dont le calcul est relativement complexe, ce qu'on appelle le montant A et ce qu'on appelle le montant B. Il y a aujourd'hui un accord politique sur ces montants, il n'y a pas encore d'accord technique et juridique sur la manière de les calculer. Pour sa part, le pilier 2 permet de répondre à la question de la concurrence fiscale, dommageable ou déloyale, à laquelle peuvent se livrer les États. L'idée est ici relativement simple, c'est celle d'une imposition minimale au taux de 15%.
chaque État va devoir taxer au taux minimum de 15% les filiales qui exercent une activité sur son territoire. Si un État ne le fait pas, l'État de la société mère sera en droit de taxer à hauteur de la différence. On voit que dans ces conditions, l'État de la filiale aura tout intérêt, financièrement notamment, à pratiquer cette imposition minimale qui, politiquement, a beaucoup fait parler ces dernières années. Les perspectives sont les suivantes. S'agissant du pilier 1, un instrument multilatéral doit encore être établi. Les modes de calcul du montant A et du montant B doivent encore être affinés. L'OCDE espère finaliser les discussions techniques dans le courant de l'automne, rédiger cet instrument multilatéral en 2022 pour une adhésion progressive à partir de 2023. S'agissant du pilier 2, il reposera sur des instruments à la fois conventionnels et unilatéraux. Et là encore, il est attendu que ces instruments soient mis en œuvre progressivement durant l'année 2022 pour une application à partir du 1er janvier 2023. À ce moment-là, la fiscalité internationale sera vraiment entrée au XXIe siècle.